Bonjour tout le monde. Alors d'abord, bonne année. Alors je suis heureuse, très heureuse même, je lui ai dit, d'accueillir Dimitri Manessi pour cette conférence consacrée au Front populaire que j'avais initialement intitulée, on va en discuter, le Front populaire d'hier à aujourd'hui. Alors avant toute chose, je tiens à te remercier Dimitri pour d'avoir répondu favorablement à cette proposition de conférence qui porte sur un sujet dont les résonances sont à la fois multiples, profondes et, je dirais, actuelles. Alors, je vais te présenter rapidement. Tu es historien, chercheur en histoire contemporaine. Tu es rattaché au laboratoire LIR3S de l'Université de Bourgogne. Et tu es l'auteur d'une thèse intitulée « Les secrétaires régionaux du Parti communiste français, du tournant antifasciste à l'interdiction du parti 1934-1939, soutenue à l'Université de Bourgogne en décembre 2020 sous la direction de Jean Vigreux. Alors tu n'as pas perdu de temps puisque depuis tu as publié en collaboration avec Jean Vigreux deux ouvrages. D'abord en 2022, Rino Della Negra, footballeur et partisan, que moi j'ai offert à tout mon entourage pour Noël, et puis en 2024 avec tous tes frères étrangers de la MOE, c'est-à-dire de la main-d'œuvre étrangère, au FTP MOI, publié également chez Libertalia. Alors ces deux ouvrages sont très liés puisqu'il s'agit de raconter l'histoire de ces étrangers italiens, juifs, polonais, espagnols, arméniens, résistants et communistes pour la plupart, que nous avons découverts ou redécouverts à l'occasion de la, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, la panthéonisation de Manouchian en 2024, avec les 22 fusillés au Mont Valérien le 21 février 1944 et la décapitation d'Olga Bancic à Munich, j'ai du mal à le dire encore, le 10 mai 1944. Tu es également l'auteur de plusieurs articles et tu as participé à différentes émissions et notamment au très très beau documentaire réalisé dans le cadre de l'émission de France Culture qui s'appelle La série documentaire est consacrée à la main-d'œuvre immigrée en lutte, vraiment un documentaire radiophonique dont je vous recommande l'étude et je vous recommande bien entendu la lecture des ouvrages de Dimitri. Alors, quelques mots, je dirais que tu es un historien du mouvement ouvrier et tu t'intéresses plus peut-être spécifiquement aux trajectoires, au destin de celles et ceux qui se sont engagés dans les organisations qui font partie de ce que tu appelles la galaxie communiste, le Parti communiste bien sûr, mais aussi les jeunesses communistes, la CGT et les associations comme par exemple le Secours Rouge International. Alors les raisons de consacrer une conférence au Front populaire ne manquent pas. Le Front populaire, bien entendu, c'est un tournant, une date capitale dans l'histoire de la gauche et du mouvement ouvrier, de l'histoire populaire de la France et peut-être au-delà. Et puis l'actualité, bien sûr, avec la tentative, je dis bien la tentative de reconstitution d'une union des gauches à l'occasion des élections législatives provoquée plutôt consécutive à la dissolution par Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale, donc une union des partis de gauche qui se réfère très explicitement au Front populaire, avec l'appellation le nouveau Front populaire. Mais si le Front populaire évoque, pour nous, les grèves, les congés payés, les conventions collectives pour les juristes, et notamment les travaillistes, il n'est pas certain que nous en ayons une connaissance très claire et très assurée. Et donc, maintenant, c'est à toi de nous éclairer. Merci. Merci pour ta présentation. Vous m'entendez suffisamment bien? Ça va, au fond? Ouais? Ok. J'ai pas de micro, donc j'y vais, quoi. Mais si vous m'entendez, c'est bien. On peut y aller? Ouais. Oui, donc effectivement, comme
Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, et je suis très content d'avoir un public nombreux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes obligés de venir, mais en tout cas, ça me fait très plaisir de vous avoir. Effectivement, Isabelle l'a rappelé, suite à la dissolution, le soir même de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Macron, un député, à l'époque apparenté à la France Insoumise, François Ruffin, le soir même a prôné à la télévision la constitution d'un nouveau Front populaire, a appelé à un sursaut des gauches à leur union pour faire face à la menace de l'extrême droite dans ce qu'il a appelé un Front populaire. Alors, François Ruffin n'a pas été le premier ces dernières années à faire référence au Front populaire. Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, l'avait fait avant lui. Avant lui également, Jean-Luc Mélenchon, dirigeant de la France Insoumise, l'avait évoqué. Et à chaque fois, il s'agissait pour ces personnalités de gauche de faire référence à quasiment un mythe dans l'histoire de la gauche, une date capitale, hein, comme tu l'as dit, et de faire ressurgir dans ce qu'on a appelé le peuple de gauche et chez les électeurs, de faire ressurgir un certain nombre d'images, voire parfois de légendes, de mythes, d'images plus ou moins dorées, plus ou moins idéalisées, plus ou moins magnifiées. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter, au-delà peut-être de certaines images d'Épinal ou de grandes idées qu'on peut avoir sur le Front populaire, je vais essayer de vous présenter comment on en est arrivé au Front populaire. Je parle de l'invention du Front populaire, puisque je pense que s'il y a bien une chose que vous devez retenir dans tout ce que je vais essayer de vous dire, mais rassurez-vous, je vais essayer d'être bref et le plus clair possible, c'est que le Front populaire ne tombe pas du ciel et que les choses ne se font pas en une journée ou en une soirée, et que de manière générale en histoire, oui, moi j'ai fait une thèse en histoire, pas en droit, je m'en excuse, mais comprenez bien qu'en histoire, les choses sont toujours dynamiques. Ce sont toujours des processus que vous étudiez. Il n'y a pas une date, un événement, un début, une fin, non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est des processus qui s'étalent parfois sur le temps long, qui partent d'un point A et qui arrivent à un point B, mais qui auraient pu prendre plein d'autres directions différentes. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer avec l'exemple du Front populaire aujourd'hui. Alors bien évidemment, j'ai à peu près une heure et quart devant moi. Je ne vais absolument pas être exhaustif. Je vous conseillerai quelques pistes bibliographiques à la fin de mon exposé. Mais sachez que ce ne sera qu'un survol. Et ce sera un survol peut-être très partial aussi, mais ça a du sens, vous allez voir pourquoi. Je vais surtout me concentrer sur une formation de gauche en particulier à l'époque du Front populaire, dans la France de ces années 30, qui est le Parti communiste français. Pourquoi? Déjà parce que c'est mon sujet de spécialité, donc c'est ce que je connais le mieux. Donc ça m'aide. Et puis aussi parce que quand on parle de Front populaire, la première chose à savoir, c'est que c'est une expression qui vient des communistes, qui vient du Parti communiste, et en premier lieu de son principal dirigeant à l'époque, dont je vous ai montré une photo, une représentation, sous une bannière prônant le Front populaire, à savoir Maurice Thorez. Maurice Thorez qui a été le secrétaire général du Parti communiste de 1930 jusqu'à sa mort en 1964, issu d'une famille de mineurs du Nord-Pas-de-Calais. C'est Thorez lui-même qui, la première fois, en octobre 1934, lance la formule de Front populaire. On est à la veille du congrès du Parti radical, donc une formation politique dont on n'a plus entendu parler depuis bien longtemps, mais qui, dans la France de la fin du 19e jusqu'à la guerre finalement, est le parti pivot de la vie de la Troisième République en France. Un parti du centre qui gouverne tantôt plutôt à gauche et puis tantôt plutôt à droite. Alors pour comprendre pourquoi un dirigeant communiste en 1934 s'adresse à cette formation centriste, on va dire, qui représente les classes moyennes, il faut revenir un petit peu en arrière. Il faut revenir sur le contexte de ce début-milieu des années 30, où vous avez un événement que vous devez tous connaître, janvier 1933, l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne comme chancelier et de son parti, le Parti national-socialiste.
cette arrivée au pouvoir des nazis va représenter un électrochoc pour les gauches européennes, et même pour les gauches au niveau mondial. Pourquoi? Parce que dès leur arrivée au pouvoir, les nazis, en quelques mois, voire en quelques semaines, parviennent à décapiter le mouvement ouvrier allemand, le Parti communiste en premier lieu, le KPD, le Parti social-démocrate, le SPD, et les syndicats, et toutes les autres organisations, coopératives, associations sportives, etc. Bref, toute la gauche allemande est décapitée en quelques semaines. Or, la gauche allemande était à l'époque la gauche la plus puissante du monde, la mieux organisée, la plus riche, la plus structurée. Une gauche qui avait inspiré des générations de militants, soit communistes, soit socialistes. Par conséquent, l'heure est grave et ça commence à chauffer pour les gauches, même si ce n'est pas la première menace, j'allais dire, physique, vis-à-vis de laquelle elle doit faire face, puisque vous avez un régime fasciste en Italie depuis 1922 avec Mussolini, et vous avez dans tout un tas de pays de l'Europe des régimes autoritaires, fascisants, en Pologne, en Grèce à partir de 1936, en Bulgarie, etc., en Roumanie, etc. Donc, un saut qualitatif, si vous voulez, dans la menace. Et cette menace, les communistes, en France, revenons aux frontières françaises, la sentent arriver et tentent des rapprochements avec l'autre grand parti de gauche à l'époque, qui est la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, le Parti socialiste en somme. Si je dis Parti socialiste ou SFIO, c'est la même chose. J'ai mis année 1934 année charnière puisque les quelques tentatives de rapprochement qu'organisent les communistes dès 1933, notamment en créant une association qui va s'appeler Amsterdam Pleyel, dirigée par des grands intellectuels de l'époque comme Henri Barbus ou Romain Rolland, et qui tente de créer une sorte de mouvement mondial contre le fascisme. En fait, ces tentatives de rapprochement entre communistes et socialistes sont rejetées par, je vais dire les choses un peu rapidement, l'organisme de tutelle du Parti communiste français, qui est à l'époque l'Internationale communiste. L'IC, qu'on appelle aussi le Comintern, ou qu'on appelle aussi la Troisième Internationale. C'est tout simplement une organisation basée à Moscou, fondée en 1919 par Lénine et les bolcheviks, et qui rassemble les partis communistes du monde entier. Chaque parti communiste est une section nationale de l'Internationale communiste. Cette internationale communiste, basée à Moscou, est bien évidemment très dépendante, c'est un euphémisme, du gouvernement soviétique, et donc de la politique mise en place par le gouvernement soviétique, qui dans les années 30 est dirigée par Staline. Or, les communistes, depuis la fin des années 20, sont engagés dans une stratégie, là encore, au niveau mondial, pas que en France, une stratégie qu'on appelle le classe contre classe, qui est une stratégie, on va dire, très dure, très sectaire, très fermée, qui refuse les alliances, et notamment les alliances avec les socialistes. Socialistes qui sont qualifiés, de social-traîtres, mais ça c'est un peu classique, parfois de social-fascistes, ou voire même de fascistes de gauche. Bon, cette division profonde entre socialistes et communistes, elle ne date pas d'hier, elle date des années 20, elle date finalement des conséquences de la révolution russe d'octobre 1917, où le mouvement ouvrier, notamment suite à l'acceptation de la guerre par une partie des directions socialistes, de la Première Guerre mondiale par une partie des directions socialistes, de l'Union sacrée, etc., et par solidarité avec la Russie soviétique, le mouvement ouvrier se divise, notamment entre socialistes et socialistes réformistes et communistes révolutionnaires, partisans de la Russie bolchevique, partisans de l'Union soviétique. Quand je vous dis qu'ils sont divisés, ça n'a rien à voir avec les divisions qu'on peut connaître à gauche aujourd'hui. Les divisions à gauche aujourd'hui sont absolument ridicules par rapport à ce que connaissent les militants de gauche à l'époque, dans les années 20 et 30. Ce sont des divisions qui peuvent prendre des formes tragiques. On pense à la Révolution allemande en 1919, où les spartakistes, communistes, c'est pareil, dirigés par Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, se soulèvent
et sont réprimés dans le sang par un gouvernement socialiste. En France, il n'est pas rare, dans les années 20 et 30, que militants socialistes et communistes s'affrontent physiquement dans la rue. Donc, tendre la main à l'adversaire d'hier, à celui qu'on qualifiait hier de social-fasciste, ne va pas tout seul. Il y a un événement qui va accélérer un peu ce processus. C'est les émeutes des ligues d'extrême droite du 6 février 1934. Je passe vite là-dessus. Il y a une manifestation organisée par des associations de droite d'anciens combattants, auxquelles participent par ailleurs les associations d'anciens combattants communistes, mais sur leur propre mot d'ordre. Ces manifestations dégénèrent et des ligues d'extrême droite, proches du fascisme, très fortement inspirées par l'exemple italien notamment, tentent d'avancer vers l'Assemblée nationale, la police tire, il y a une vingtaine de morts. Et cet événement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est perçu par les gauches à l'époque comme une tentative de coup d'État fasciste. Par conséquent, l'arrivée au pouvoir d'Hitler un an avant, en tout cas ce qui est perçu comme une tentative de coup de force fasciste dans la capitale française même, provoque des réactions. Alors d'abord, les réactions, elles sont en ordre dispersé. Les communistes, de leur côté, lancent une riposte ouvrière antifasciste le 9 février dans la rue. La manifestation est interdite par le gouvernement. La police tire. Là aussi, il y a 5 ou 6 morts dans les rangs communistes. Mais c'est surtout la riposte du 12 février 1934, dont je vous ai mis une photo du cortège parisien derrière moi. Cortège parisien avec des pancartes « La liberté ou la mort, le fascisme ne passera pas » et une ligne de service d'ordre pour protéger les manifestants au premier rang de la photo, au premier plan de la photo. Cette manifestation, elle est conviée par la mouvance socialiste réformiste. C'est un appel à une grève générale d'une journée à l'appel de la CGT, appuyée par la SFIO. Dans un premier temps, les communistes et leur organisation syndicale, la CGT-U, Confédération Générale du Travail Unitaire, puisque les socialistes s'étaient scindés en 1920 entre socialistes et communistes, la CGT aussi s'était scindée entre une CGT maintenue, qu'on appelle les confédérés, et une CGT-U, qu'on appelle les unitaires, et qui eux sont proches des communistes. Donc CGT-U et PCF, au début, rechignent, puisque les mots d'ordre proposés défense des libertés démocratiques, défense de la République, ne leur conviennent pas. Les communistes, à ce moment-là, ne sont pas du tout dans une optique de défense de la République, qu'ils qualifient de République bourgeoise, et eux, leur mot d'ordre, c'est « des soviets partout », une République soviétique en France. Cependant, face à ce qu'ils constatent comme un élan unitaire, y compris dans leur propre base, PCF et CGT-U vont se joindre, dans un cortège d'abord séparé, à cette grande grève et ces grandes manifestations à travers tout le pays, pas seulement à Paris, du 12 février. C'est un grand succès. C'est un grand succès qui démontre aux responsables de gauche que dans de larges secteurs de la population, la menace de l'extrême droite est prise au sérieux. Et que de larges secteurs de la population sont prêts à se mobiliser par la grève et la manifestation pour faire face à cette menace. Alors, les choses ne vont pas changer là encore du jour au lendemain. Il faut attendre plusieurs semaines et plusieurs mois pour que le Parti communiste sorte de sa stratégie du classe contre classe, de sa stratégie sectaire, pour amorcer au printemps et à l'été 1934, ce que j'avais appelé dans ma thèse le tournant antifasciste, c'est-à-dire un moment où, dans un premier temps, le Parti communiste, avec l'aval de l'Internationale, va tendre la main donc aux socialistes. Lors d'une conférence nationale tenue en juin 1934, le PCF officialise son tournant, se propose d'être le défenseur des libertés démocratiques, se propose de repousser à plus tard la prise de pouvoir révolutionnaire et l'instauration du socialisme, parce qu'il considère qu'il y a un ennemi principal, il y a un adversaire immédiat, le fascisme, l'extrême droite. Et face à ce fascisme et à cette extrême droite, il s'agit de
bâtir un front uni entre les organisations de la gauche du mouvement ouvrier. Des prises de contact sont effectuées. Bon, je vous passe les détails. Le 27 juillet 1934 est signé un pacte d'unité d'action antifasciste entre le PCF et la SFIO. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en octobre, là on est en juillet, en octobre 1934, Thorez s'adresse aux radicaux et propose le Front populaire. Là aussi c'est un saut qualitatif, puisque le front unique avec les socialistes, bon, l'unité du mouvement ouvrier, l'unité entre les anciens frères ennemis sur un certain nombre d'objectifs communs, passe encore. Ce n'est pas le scoop de l'année, même si c'est quelque chose de très important. Mais là, vous allez avoir une organisation communiste qui va tendre la main non seulement à la classe ouvrière influencée par les socialistes, mais aux classes moyennes influencées par le Parti radical. Parti radical dont certains représentants, je pense notamment à Albert Sarraut, disaient dans les années 20 « le communisme, voilà l'ennemi ». Le Parti radical qui qualifiait les communistes de mousquetaires. Bon. Or, dans l'optique des communistes français, Maurice Thorez en premier lieu, il s'agit non pas seulement de construire une alliance au sein de la classe ouvrière, mais une alliance de classe plus large pour influencer, pour intégrer dans cette alliance antifasciste les classes moyennes, artisans, petits commerçants, enseignants, qui sont la base de masse des radicaux, du Parti radical. D'où la formule de Front populaire antifasciste pour le pain, la paix, la liberté. Vous voyez, des slogans très généraux, très vagues, très consensuels, pour permettre d'élargir cette alliance. D'ailleurs, l'internationale communiste, dans un premier temps, s'oppose à ce que Thorez élargisse l'alliance aux radicaux. Elle veut empêcher Thorez de prendre la parole en cette veille de congrès du Parti radical, mais Maurice Thorez passe outre et il peut compter sur l'appui en France du représentant de l'internationale communiste, un certain Eugène Fried. Thorez et ses camarades vont plaider à Moscou la cause du Front populaire, notamment puisque à Moscou se trouve à la tête de l'internationale communiste un militant bulgare qui s'appelle Georges Dimitrov et qui va être très sensible à cette stratégie, à cette tentative d'alliance antifasciste. Il va être très sensible à cette tentative d'alliance puisque Georges Dimitrov, à l'époque, c'est quelqu'un d'extrêmement connu à travers le monde entier. Alors pourquoi un militant communiste bulgare est connu à ce point-là ? C'est parce que Georges Dimitrov se trouvait en Allemagne au moment de l'incendie du Reichstag et qui a servi de prétexte pour les nazis à l'interdiction du Parti communiste. Et Georges Dimitrov va faire partie des accusés du procès de Leipzig, procès qui va totalement se retourner contre les nazis, puisque lors de ce procès, les accusés, et notamment Dimitrov, vont totalement retourner l'accusation et vont se servir du banc des accusés comme d'un banc d'accusation vis-à-vis du régime nazi, à tel point que les nazis sont obligés de le relâcher. Georges Dimitrov va donc aller trouver refuge en Union soviétique et la direction soviétique le place à la tête de l'internationale. Je vous raconte ça pour vous montrer que Georges Dimitrov lui-même, en tant qu'individu, il est ultra sensibilisé à l'arrivée au pouvoir des nazis, à la cause de l'antifascisme. Et par conséquent, il va être un appui pour ces tentatives d'unité. Alors, d'octobre 1934 jusqu'à la victoire électorale du Front populaire en 1936, il se passe un certain nombre de choses. Là, pour l'instant, on n'en est qu'à l'étape des mains tendues et des prises de contact et des discussions. Mais très vite, il y a un certain nombre d'échéances électorales qui vont finalement concrétiser cette alliance antifasciste. Il y a dans un premier temps les cantonales de 1934, où on assiste à une forte poussée de la gauche, ce que le Parti radical
c'est ce qui ne va pas échapper au Parti radical, qui se dit que le vent tourne et qu'il s'agirait de construire une alliance à gauche en vue des prochaines élections. Ces prochaines élections, c'est notamment les municipales de mars 1935. Alors, ce sont des municipales qui se placent sous la houlette de l'alliance antifasciste, mais pas encore complètement. Il n'y a pas d'accord global, il n'y a pas de désistement, il n'y a pas de liste unique, mais il y a des désistements qui se font au bénéfice de listes arrivées en tête face à des candidats de droite. Par conséquent, ces premières élections municipales, qui vont notamment être un grand succès pour les communistes et qui va être le début, si vous voulez, du développement du Parti communiste dans la banlieue parisienne, ce qu'on va appeler la ceinture rouge ou la banlieue rouge. C'est à ce moment-là véritablement qu'on en parle. Et ces municipales de mars 1935, elles vont vraiment donner un coup d'envoi à ce qui va concrétiser l'alliance du Front populaire. Alors, cette alliance du Front populaire, elle va connaître son véritable baptême le 14 juillet 1935. Cette alliance, cette coalition, qui se fait autour du Parti communiste, de la SFIO, du Parti radical, mais aussi, ne l'oubliez pas, des syndicats, d'une CGT en voie de réunification, on y reviendra, de multiples comités antifascistes qui s'étaient constitués dès 1934, de grandes associations historiques du mouvement démocratique en France comme la Ligue des droits de l'homme. Donc le Front populaire, ce n'est pas seulement un cartel électoral et une alliance entre partis. C'est véritablement une alliance sociale, au plein sens du terme, qui rassemble partis, syndicats, associations, etc. Grandes personnalités du monde des arts, des lettres, de la culture. Cette coalition ne s'appelle pas le Front populaire. Elle s'appelle le Rassemblement populaire. C'est le nom officiel. Pourquoi? Parce que radicaux et socialistes rechignaient à se rassembler sous une appellation d'origine communiste. Par conséquent, Front populaire, c'était trop marqué PCF. Nom officiel de l'Alliance, Rassemblement populaire. Cela dit, dans le langage courant, Front populaire passe totalement. Y compris à l'époque, pas seulement aujourd'hui. Ce 14 juillet 1935, c'est le véritable baptême de ce Rassemblement populaire, où, à travers toute la France, s'organisent de gigantesques rassemblements qui rassemblent énormément de monde. La date, bien évidemment, n'est pas le fruit du hasard. C'est une référence au 14 juillet, non pas 1789 et de la prise de la Bastille, mais au 14 juillet 1790 et à la fête de la Fédération, au moment où les révolutionnaires prêtaient serment, là aussi à travers toute la France révolutionnaire de l'époque, de rester unis. Et le Front populaire va rejouer de cette symbolique de la Révolution française, de cette symbolique républicaine, en prêtant le serment que vous voyez derrière moi, de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses. Donc les ligues factieuses, ce sont les organisations d'extrême droite. Défendre et développer les libertés démocratiques pour assurer la paix humaine. La question de la paix n'étant pas une petite question, au moment où les craintes quant à un réarmement de l'Allemagne se font de plus en plus vives, à un moment où l'Italie mussolinienne se lance dans une guerre d'agression coloniale contre l'Éthiopie, au moment où les appétits de l'impérialisme japonais en Asie s'affirment, notamment en Mandchourie, en Chine, en Corée. Et je vous ai mis donc à droite une photo d'une manifestation du mois de juin dernier où cette pancarte très connue de 1935 avait été reprise au goût du jour, j'allais dire, par des manifestants. Nous faisons le serment solennel de rester unis, cette fois en écriture inclusive, pour vaincre l'extrême droite, faire triompher le Front populaire, développer et défendre les libertés démocratiques. Donc,
un rejeu, un clin d'œil symbolique entre deux époques. 1935 faisait référence à 1790, 2024 faisait référence à 1935. Je vois où j'en suis. Voilà. Je vous parle de référence à la Révolution française, à la République, à toute cette symbolique. J'insiste un petit peu là-dessus parce que chez les communistes, le tournant antifasciste va s'accompagner d'un véritable tournant concernant la question nationale. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le mouvement révolutionnaire, le mouvement communiste, est dans un rejet de tout ce qui s'apparente au patriotisme, qui est assimilé à l'impérialisme colonial, mais aussi à la boucherie de 14-18. Le drapeau tricolore, la Marseillaise, sont considérés comme des symboles bourgeois qui détournent le prolétariat de la lutte des classes. Je fais très vite, je fais très schématique. À partir de 1934, les communistes se proposent de devenir les véritables défenseurs de la nation. Il y a un retournement chez eux sur la question nationale, une reprise en main de la question nationale. Pourquoi? Parce qu'ils constatent que c'est sur ces symboles et sur cette question que joue beaucoup l'extrême droite, la question de la patrie, du drapeau, de l'histoire nationale. Par conséquent, vous avez toute une réflexion qui se développe de Paris à Moscou sur que faire. Et la réponse apportée, c'est de se réapproprier cette question nationale en lui insufflant un souffle de gauche. À partir de 1934, et je parlais du 14 juillet 1935, il y a un très célèbre discours de Jacques Duclos à ce moment-là, qui est le numéro 2 du Parti communiste, et qui déclare que désormais les communistes chanteront l'Internationale et la Marseillaise, brandiront le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Une manière pour lui de symboliser cette reprise en main par les communistes de la question, une reprise en main qui va se faire par plein de biais. Alors déjà dans la symbolique, vous le voyez notamment sur ce bulletin d'adhésion de 1938 que j'avais réexhumé aux Archives nationales, je crois, et où à côté des portraits de Maurice Thorez, secrétaire général, et Marcel Cachin. Alors, Marcel Cachin, à l'époque, je pense que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de Marcel Cachin. À l'époque, c'est une superstar, Marcel Cachin. C'est la personne la plus connue de la gauche. C'est quelqu'un qui a un long parcours, d'abord au Parti socialiste, un parcours d'ailleurs un parcours parfois un peu sinueux. Marcel Cachin, c'était un socialiste qui avait accepté la Première Guerre mondiale, l'Union sacrée, voté les crédits de guerre, etc. Et qui ensuite s'était rapproché du Parti communiste jusqu'à en devenir une grande figure, un grand symbole que les communistes justement arborent pour symboliser une certaine continuité dans leur histoire avec la vieille histoire et la vieille tradition du mouvement ouvrier. Donc Marcel Cachin qui déclare « Peuple de France, le Parti communiste est ton parti, nous t'adressons un fraternel appel, prends ta place dans nos rangs. » Et Maurice Thorez, camarade, viens avec nous pour faire une France libre, forte et heureuse. Et vous voyez que le drapeau rouge est frappé de la faucille et du marteau, symbole de l'alliance du prolétariat des villes et des champs, symbole communiste depuis le début des années 20. Et le drapeau tricolore est frappé d'un bonnet phrygien, référence à la Révolution française qui devient une référence très importante à gauche, et notamment chez les communistes, au cours de cette période. Donc, dans la symbolique, aussi dans le discours, aussi dans la reprise en main de l'histoire de France. Le Parti communiste, pendant la période du Front populaire, ça je l'avais pas mal creusé, notamment dans ma thèse, va écrire une sorte de roman national de gauche, populaire, pour faire pièce aux récits nationalistes d'extrême droite qui pouvaient exister à l'époque. D'ailleurs, cette redécouverte, j'allais dire, cette réconciliation presque des communistes avec la nation, va aussi se faire dans le domaine, j'allais presque dire, du régionalisme. Il y a une exaltation
des régions françaises, des provinces, des savoir-faire, des terroirs, etc. Les particularismes régionaux sont très appuyés. Hein. Ce n'est pas seulement un discours républicain, jacobin, comme on pourrait le croire, c'est aussi un discours qui appuie sur les particularismes des Corses, des Alsaciens, des Bretons, etc. etc. Marcel Cachin est d'ailleurs breton et se plaît à chanter l'Internationale en breton quand il va faire des meetings là-bas, etc. Voilà. Donc une alliance des deux drapeaux. Et cette reprise en main de la question nationale, elle a aussi pour vocation, dès sa création, le Parti communiste a été accusé par ses adversaires d'être le parti de l'étranger, manipulé par Moscou, etc., etc. Et ça va être, j'ai un peu l'impression, dans quasiment toute l'histoire du PCF, une espèce de traumatisme d'être assimilé à l'étranger, d'être extérieur au corps national. Par conséquent, les communistes vont beaucoup appuyer pour se donner une image patriotique, mais aussi une image, au-delà même de l'aspect patriotique, une image de respectabilité. Il faut en finir avec l'image de l'homme au couteau entre les dents, comme on caricature depuis la fin des années 10 les bolcheviks. Il s'agit de se présenter, et vous le voyez dans l'affiche qui est derrière moi, qui date de 1936, comme un parti et comme des militants bons pères de famille. Alors bien évidemment, la représentation sexuée et genrée est de l'époque, hein. Elle est dans son jus. Hein. Vous notez que c'est l'homme qui domine, qui est debout, la femme qui tient l'enfant, on l'associe à un rôle de mère, etc. Il faut se replacer dans le contexte. On y reviendra d'ailleurs sur la question des femmes pendant le Front populaire. Et d'ailleurs, le personnage qui est représenté, c'est une figuration de Maurice Thorez lui-même et de sa femme de l'époque, Jeannette Vermersch. Par conséquent, les communistes veulent casser leur image d'agitateur bolchevique à la solde de l'étranger pour se présenter comme des militants responsables, rassurants, justement dans le cadre de cette grande alliance antifasciste. Alors, je vous l'ai dit, donc, ce tournant du Front populaire en 1934 et 1935 est officiellement adopté par l'Internationale communiste lors de son 7e et dernier congrès. Bon, il ne savait pas à l'époque que ce serait le dernier, mais 7e congrès de l'Internationale communiste, donc une réunion très importante qui s'étale sur 2 mois, à Moscou, en juillet-août 1935, et où les communistes français deviennent finalement le modèle à suivre pour tous les autres partis de l'Internationale communiste. Auparavant, le parti modèle, c'était le Parti communiste allemand. Les choses étant ce qu'elles sont, le parti modèle, celui qui peut s'enorgueillir de ses réussites électorales, notamment au moment des municipales de mars 1935, c'est le PCF. C'est le PCF qui devient le porte-drapeau de cette nouvelle stratégie. Vous avez une photo d'ailleurs de Maurice Thorez à la tribune du 7e congrès de l'Internationale. Si vous allez sur le site Ciné-Archives, vous pouvez voir des films de ce congrès et vous pouvez entendre Marcel Cachin et Maurice Thorez à la tribune. C'est très intéressant. Vous les voyez d'ailleurs chanter la Carmagnole, ce vieux chant de la Révolution française, qu'ils font reprendre à tout le congrès à Moscou et qui symbolise bien là aussi d'ailleurs cette alliance de l'internationalisme prolétarien communiste et du patriotisme républicain jacobin français. Vous pouvez entendre Marcel Cachin se féliciter des résultats obtenus et dire que désormais Paris est encerclé par la banlieue rouge. Ciné-Archives, le site. J'y reviendrai peut-être plus tard. Alors, je reviens juste. Le Front populaire se décline à plusieurs niveaux. C'est pour ça que j'ai mis Paris et Moscou, parce que si l'Internationale communiste officialise ce tournant antifasciste, c'est parce qu'aussi il y a eu un tournant dans la politique étrangère de l'Union soviétique.
la diplomatie soviétique, à partir de 1934, elle cherche, elle aussi, à construire une alliance antifasciste sur le plan des relations internationales, sur le plan de la diplomatie. En gros, l'Union soviétique cherche à se rapprocher des démocraties libérales occidentales et en premier lieu, elle cherche à se rapprocher de la France et du Royaume-Uni. En mars 1935, il y a quelque chose qui va symboliser ça, c'est la signature entre la France et l'Union soviétique d'un pacte, le pacte franco-soviétique de mars 1935, qui est un pacte d'assistance mutuelle en cas d'attaque. Ce pacte, il symbolise une sorte de tentative de réchauffement des relations diplomatiques et il concrétise cette volonté de l'Union soviétique de mettre en place sur le plan international une politique qu'elle appelle de défense collective. Elle se sent menacée par l'Allemagne d'Hitler, dans une moindre mesure aussi par l'Italie et le Japon. Le Japon qui est un pays frontalier de l'Union soviétique, je le rappelle quand même. Et par conséquent, elle cherche à créer une politique qu'elle appelle de sécurité collective. Donc concrétisée en mars 1935 par le pacte franco-soviétique qui va avoir d'ailleurs comme conséquence pour les communistes français, pour la première fois, de leur faire approuver les efforts liés à la défense nationale. Les communistes abandonnent leur politique antimilitariste, qui faisait partie vraiment de leur ADN depuis leur création en 1920, et se rallient à une politique de défense nationale, alors qu'ils qualifient derrière de républicaine, d'antifasciste, etc. Mais ça représente un vrai tournant, et d'ailleurs, c'est un tournant qui fait beaucoup plus de bruit que les tournants de l'année 1934, au sein même du PCF. Les militants sont beaucoup plus interpellés par la signature de ce pacte. Comment l'Union soviétique du grand camarade Staline signe un pacte avec un gouvernement bourgeois de droite français, qui plus est d'alliance militaire, mais comment ça se fait? On est en train d'abandonner les fondamentaux, etc., etc. Et il faut beaucoup de, j'allais dire de pédagogie, mais ce n'est pas le bon terme, beaucoup d'explications, beaucoup d'efforts de persuasion des membres de la direction du Parti communiste pour convaincre la base d'accepter cette nouvelle étape dans le tournant global antifasciste, républicain et de défense nationale antifasciste. Voilà. Bon, on va accélérer un peu. 1936, la première partie de l'année voit des rencontres entre notamment les trois principaux partis pour mettre en place un programme. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de programme de Front populaire. Ce programme va être finalement adopté au printemps 1936, juste avant les élections législatives prévues. Et ce programme est un programme très modéré. Et il est modéré notamment par les communistes. Les communistes, qui sont la formation la plus à gauche de cette alliance, vont peser auprès de leurs alliés socialistes pour modérer un certain nombre de points du programme, parce que les communistes veulent à tout prix, et je dis bien à tout prix, raffermir l'alliance avec le Parti radical. L'objectif des communistes, c'est vraiment de faire en sorte que le Parti radical ne les lâche pas. Par conséquent, sur un certain nombre de thématiques, communistes et socialistes vont devoir lâcher du lest. Bon, vous me direz, c'est un peu le principe d'une alliance, on s'allie toujours avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas nous et qui donc ne partage pas nos idées. On s'allie toujours avec l'autre et donc on doit toujours faire des compromis. Ces compromis portent sur des sujets qui ne sont pas des petits sujets, hein. Bon, dans le domaine économique et social, mais aussi sur des sujets comme la politique coloniale. C'est le moment où le Parti communiste, qui avait été la seule formation
d'importance en France à s'opposer au colonialisme par principe. Je dis bien au colonialisme par principe, c'est-à-dire qu'il ne s'opposait pas seulement aux conséquences négatives, entre guillemets, du colonialisme. Il s'opposait au colonialisme et donc prônait l'indépendance des peuples qui composaient ce qu'on appelait alors à l'époque l'Empire français. Le Parti communiste avait été à l'origine d'une grève nationale contre une guerre coloniale. C'était en 1925, si mes souvenirs sont bons, ou 26. C'était pour protester contre la guerre du Rif au Maroc. Les Rifins s'étaient insurgés contre les troupes marocaines et espagnoles qui occupaient le Rif, et le Parti communiste avait été en pointe de la protestation contre cette guerre coloniale en prônant la fraternisation des troupes françaises avec les Rifins insurgés et en réclamant l'indépendance du Rif et du Maroc et de toutes les colonies de l'Empire français, en Indochine, etc. Ce qui lui avait valu d'ailleurs d'être très fortement réprimé. De toute façon, le Parti communiste a été le parti le plus réprimé sous la Troisième République dans l'entre-deux-guerres, notamment pour son action anticoloniale et antimilitariste. Bon, le parti radical, c'est le parti colonial. Par conséquent, la revendication d'indépendance pour les colonies est mise sous le boisseau, repoussée à plus tard. De même, une autre thématique très importante pour les communistes, la question du vote des femmes. Le Parti communiste avait présenté, dès sa création, dès les années 20, avait présenté sur ses listes électorales, que ce soit aux législatives, aux municipales ou aux cantonales, des femmes, en toute illégalité, puisque les femmes n'ont pas de droit politique à ce moment-là, et donc encore moins le droit de vote ou d'être élues. Ces femmes, une fois qu'elles étaient élues, leur élection était invalidée par les autorités préfectorales. Je vous renvoie notamment, vu que l'année dernière c'était le centenaire, à l'exemple de la grève de Douarnenez. Vous en avez peut-être entendu parler, la grève des sardinières en 1924. À l'issue de cette grève, une des ouvrières grévistes, Joséphine Pencalette, avait été élue au conseil municipal de la ville de Douarnenez. Elle avait été présentée sur la liste communiste et bien évidemment, les autorités préfectorales avaient fait invalider sa nomination. Un exemple parmi beaucoup d'autres. Le Parti radical est totalement opposé au vote des femmes. Notamment parce qu'ils estiment que les femmes seraient plus influencées par l'Église catholique, les curés à la campagne, qui est le grand adversaire historique du Parti radical. Le Parti radical, ça a été le grand parti de l'anticléricalisme et de la laïcité. Donc, sur les femmes, sur les colonies, sur des grandes réformes de structure, sur des nationalisations, etc., on met de côté ces revendications-là, à gauche, pour s'assurer du soutien du Parti radical. Donc, un programme pimpé liberté, un programme très modéré, mais un programme qui rompt clairement avec les politiques mises en œuvre jusqu'à présent, qui sont des politiques d'austérité. Politiques d'austérité qui, en temps de crise, ne fonctionnent jamais. Voilà. Vu que l'intitulé, c'était d'hier à aujourd'hui, je ne me prive pas de faire une petite incartade dans aujourd'hui, parce qu'on a l'expérience d'hier, les politiques d'austérité ne fonctionnent jamais. Relisez un historien de droite comme René Raymond et son Histoire du XXe siècle, il l'écrit noir sur blanc. Pas besoin d'être un bolchevique pour le dire. Donc un programme qui rompt avec ces logiques d'austérité et qui veut relancer la consommation populaire. C'est un programme globalement keynésien, on va dire. Et ce programme va être le point d'accord minimal entre toutes les composantes du Front populaire. Je vous l'ai dit, des partis, des grandes associations, des syndicats également, puisque ce processus d'unité a conduit également à ce que la CGT se réunifie. Et donc au printemps 1936, au moment où est signé le programme commun entre ces formations-là, la CGT s'est réunifiée. La CGT confédérée et la CGT unitaire s'est réunifiée dans une CGT unique.
J'avance un peu vite, excusez-moi. 36, dans la fête et le combat, la fête parce que c'est d'abord la victoire électorale. Victoire électorale aux législatives. La gauche obtient une majorité relative en voix, mais avec le découpage électoral, une majorité à l'Assemblée. Quand je dis la gauche, c'est du coup les communistes, les socialistes, les radicaux, des petites organisations à côté. Majorité donc à l'Assemblée nationale pour l'application de ce programme du Front populaire. Et puisque, alors, grand succès des socialistes, grand succès également des communistes, qui passent d'une quinzaine à 72 députés. Le Parti communiste ne cesse de se développer, que ce soit en nombre de militants, en nombre d'exemplaires vendus de sa presse, en victoire électorale. Le PC ne cesse de se développer en France depuis qu'il a adopté sa stratégie antifasciste. Ces 72 députés aux élections législatives sont un exemple de plus des succès remportés. Ça fait rêver. Et les communistes, au moment de la constitution du gouvernement de Front populaire, donc les socialistes étant arrivés en tête, c'est Léon Blum qui est proposé pour être chef du gouvernement, président du Conseil, comme on appelle à l'époque. C'est un fonctionnement parlementaire, hein, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas le président de la République qui dirige, c'est l'équivalent d'un Premier ministre, si vous voulez, issu du groupe majoritaire à la Chambre. Là, en l'occurrence, ce sont les socialistes. Donc c'est Léon Blum, chef de file des socialistes, qui est proposé pour prendre la tête du gouvernement, avec l'appui des radicaux et des communistes, mais un gouvernement dans lequel les communistes ne participeront pas. Il semblerait que les communistes français aient souhaité participer au gouvernement, mais qu'à Moscou, à l'international, au centre, on leur ait dit « non, vous ne rentrez pas dans le gouvernement, vous soutenez sans participer ». C'est à ce moment-là qu'un dirigeant communiste, Paul Vaillant-Couturier, va inventer l'expression « ministère des masses », référence aux masses populaires, hein, au mouvement social, etc. « Nous sommes le ministère des masses », dit Paul Vaillant-Couturier. Cette victoire, elle se fait à l'issue, puisque j'ai dit la fête et le combat. On a souvent comme représentation du Front populaire un moment joyeux. Fête dans les usines occupées, premier congé payé, etc. Bon, il ne faut pas oublier que c'est une période aussi très violente. La vie politique de l'époque est sans aucune mesure avec celle d'aujourd'hui. Vous avez régulièrement des morts dans des batailles de rue politiques. Des coups de feu, des coups de couteau. Léon Blum lui-même, peu de temps avant l'élection de 1936, est pris à partie dans la rue par des groupes d'extrême droite, les Camelots du Roi, et il est à deux doigts d'être lynché, d'être tué, et il ne doit son salut qu'à l'intervention d'ouvriers du bâtiment qui étaient à côté, qui le reconnaissent et qui l'exfiltrent. Violence aussi dans les discours. Vous avez à l'époque une presse d'extrême droite. Bon, vous en avez aussi aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas le problème, mais vous avez une presse d'extrême droite qui se répand dans un anticommunisme et un antisémitisme et un racisme exacerbé. C'est une campagne très dure, très violente. Les droites assimilent le Front populaire à une entreprise pilotée par Moscou. Hein. Vous avez des affiches de l'époque de la droite et du patronat qui représentent les différents responsables du Front populaire et où derrière vous avez Staline qui tire les ficelles.
C'est véritablement comme ça que c'est envisagé. Pour eux, c'est le début de la révolution, de la prise du pouvoir par les bolcheviks dans le pays, etc. Donc une campagne d'une grande violence. Et cette victoire, elle est permise justement par une alliance qui ne se fait pas sur des listes uniques et des candidats uniques. Pas comme la dernière fois, pas comme le nouveau Front populaire. Il n'y a pas de candidature unique dans les circonscriptions. En revanche, il y a un désistement réciproque obligatoire au second tour. C'est-à-dire que si au second tour, vous avez un type de droite et un type de gauche, quel qu'il soit, radical, socialiste ou communiste, face à face, les autres types de gauche qui n'ont pas été qualifiés au premier tour doivent reporter leur voix sur le type de gauche qualifié au second. Sur le candidat, pardon, pas sur le type. C'est comme ça que cette alliance fonctionne, et le report des voix se passe plutôt bien, notamment du côté des communistes, un peu moins du côté radical, parce que chez les radicaux, et dans cette petite bourgeoisie républicaine, il y a encore quelques réticences quand on doit voter pour un communiste ou un socialiste trop à gauche. Parce que les socialistes, à l'époque, c'est quand même des gens qui ne gèrent pas le PS d'aujourd'hui. Hein. C'est des gens qui prônent la collectivisation des moyens de production et la dictature du prolétariat. Voilà. C'est un parti qui se dit encore marxiste, le Parti socialiste à l'époque. Donc, une gauche à environ 45%, une droite à 36%. Bon, l'équilibre des forces n'est pas non plus survie. Voilà. Mais une majorité à l'Assemblée nationale, et il va se passer à ce moment-là quelque chose que personne n'avait prévu. Une vague de grève comme la France n'en avait jamais connue. Le 1er mai 1936, il est de tradition de faire grève. Je dis bien faire grève, car à l'époque, le 1er mai n'est pas un jour férié. Et le 1er mai 1936, un certain nombre d'ouvriers dans le pays sont licenciés pour avoir fait grève. Et les premières grèves démarrent en mai pour justement demander la réintégration de ces ouvriers licenciés. Ensuite, vous avez des grèves qui démarrent dans l'aéronautique, au Havre, à Toulouse. Et puis ça se répand comme une traînée de poudre dans les industries métallurgiques de la région parisienne, dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais, etc., etc. Bref, très vite, tout le mois de mai et début juin, vous avez des grèves massives, avec des centaines de milliers de salariés qui sont en grève, et avec des grèves qui dépassent largement d'ailleurs les seules grandes usines. Vous avez des grèves, vous avez les galeries Lafayette qui sont occupées à Paris, vous avez des magasins occupés, vous avez également des mouvements de grève à la campagne, avec des terres qui sont occupées, des fermes qui sont occupées. Alors pourquoi ce mouvement d'occupation? Parce que, processus d'ailleurs qui venait à l'origine des États-Unis, lorsqu'il est confronté à un mouvement de grève massif, le patronat a tendance dans ces années-là à faire ce qu'on appelle un lock-out, c'est-à-dire un licenciement massif des ouvriers, une fermeture de l'usine, licenciement massif de tout le monde et réintégration conditionnée au fait soit de renoncer à la grève, soit même parfois de renoncer au syndicat. C'est donc pour éviter que cette fois le patronat ne n'use de cette méthode que les ouvriers décident de prendre les devants et donc d'occuper leur lieu de travail. Ce qui va donner lieu à tout un tas d'images de l'époque qui ont circulé, qui sont connues d'ouvriers qui occupent leurs usines. Et ça a comme particularité de se faire effectivement dans la vigilance, mais dans le calme et l'ordre. Et les organisations du Front populaire elles-mêmes, qui sont un peu surprises de ce mouvement de grève, qui, contrairement à ce que disait la droite, ne l'ont pas du tout organisé, ne l'ont pas prévu, mais qui l'appuient. Les organisations du Front populaire, et en premier lieu les communistes, disent bien « Attention, on ne casse rien, on n'abîme rien, on entretient l'outil de production, on fait bien attention aux machines. » L'ordre. Notamment parce que, en face, chez les adversaires du Front populaire, cette vague de grève, à peine la victoire électorale de la gauche, s'est assimilée au chaos.
Et à ce moment-là, il y a une vraie réalisation de la force du salariat à ce moment-là. C'est vraiment un moment de l'histoire de France où la classe ouvrière et le salariat de manière générale prend compte de sa force et où le patronat rassemblé dans ce qui s'appelle à l'époque la Confédération Générale de la Production Française, la CGPF, le patronat demande à rencontrer les organisations, demande à rencontrer le gouvernement dans un premier temps, et le nouveau gouvernement de Léon Blum organise le 4 juin à Matignon une rencontre. C'est la première fois que l'État intervient de cette manière pour arbitrer les conflits travail-capital, puisque jusqu'à présent, du côté des ouvriers, l'image qu'on avait de l'État dans ces conflits sociaux, c'était l'État gendarme. L'État qui intervient avec la police, avec l'armée, avec la gendarmerie, pour appuyer les propriétaires. Or là, l'État se place en position d'arbitre, et en l'occurrence d'arbitre plutôt bienveillant à l'égard des revendications populaires. Le 4 juin 1936, c'est donc les accords Matignon, la signature des accords Matignon, alors qu'ils ne mettent pas fin aux grèves. Les grèves vont continuer encore quelques semaines, mais je passe vite là-dessus. Et à ce moment-là, les syndicats obtiennent des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé obtenir à ce moment-là. Des choses sur lesquelles ils se battaient depuis des années, voire des dizaines d'années. Parce que ces grèves, certes, elles sont spontanées, l'ampleur surprend tout le monde, mais n'oubliez pas quand même que c'est le fruit d'un long travail d'implantation syndicale, notamment de la CGTU, dans un certain nombre de secteurs, qui fait que la grève, certes, elle est spontanée, mais elle ne tombe pas du ciel. Il y a un lent et profond travail d'organisation et de revendication qui avait été fait dès les années 20. Obtention notamment d'une garantie des libertés syndicales, d'une augmentation générale des salaires, de 15% pour les plus faibles à 7% pour les plus élevés. Quoi d'autre? Congés payés, 40 heures, ça ce sera établi dans la loi. Imaginez être payé alors qu'on ne travaille pas. Quelque chose qui était inenvisageable pour beaucoup. Pardon, Isabelle? Les conventions collectives. Bien sûr, les conventions collectives, par branche. Alors tout ça, c'est sur le papier. C'est déjà énorme, mais c'est sur le papier. Et en fait, de 1936 jusqu'à 1938, vous allez avoir énormément de conflits du travail qui vont avoir lieu pour l'application des accords Matignon. Je dis accords Matignon pour faire simple, c'est aussi la loi, c'est aussi d'autres choses, mais voilà. Toutes ces conquêtes du printemps 36, elles vont être âprement disputées entre patronat et salariat tout au long de la période du Front populaire. Ne pensez pas que d'un coup de baguette magique, en 1936, les gens obtiennent ce pourquoi ils se sont battus. Beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. On y reviendra. Voilà, bon, je passe vite, je suis désolé, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai voulu quand même, voilà, deux thématiques, les étrangers et ou les colonisés, d'un côté, et les femmes de l'autre. À gauche, vous avez le cortège du 14 juillet 1936, qui est aussi représenté ici. Pardon, je termine juste là-dessus. Je ne vous fais pas l'analyse totale, mais c'est une portion de cortège communiste le 14 juillet 1936, où vous avez un drapeau tricolore frappé du bonnet phrygien, le symbole du point levé, qui est un symbole qui se mondialise et se démocratise à ce moment-là. C'est un symbole qui vient d'Allemagne. C'est un symbole qui incarne la lutte antifasciste. C'est à l'origine un symbole des milices d'autodéfense du Parti communiste d'Allemagne et qui représente l'alliance antifasciste, l'alliance du Front populaire. Le bonnet phrygien sur la tête de la petite fille qui porte aussi au revers de sa veste une étoile rouge qui l'identifie comme étant membre d'un cortège communiste. Donc là aussi, vous avez une alliance de plein de symboles. J'aurais pu passer une heure rien qu'avec cette photo. Sur les autres photos, un cortège de travailleurs tunisiens en France,
le 14 juillet 1936, et à droite, alors je suis désolé, je n'ai plus la référence précise de cette photo, mais c'est une grève du printemps et de l'été 1936, une grève dans une usine où vous constatez que la main-d'œuvre est féminine, et qui écrase un personnage en bas, voilà, donc un de leurs camarades hommes a dû se sacrifier pour prendre la photo, et c'est marqué dessus « Exécution du bedeau ». Le bedeau, ça fait référence au système Bedeau, qui était tout simplement un système de chronométrage. Voilà, pour vérifier la production. Donc le système Bedeau était un système totalement haï, et les contremaîtres qui mettaient en place ce système, on les appelait les chronos ou les bedeaux. Et donc là, vous avez ces femmes qui veulent symboliser leur force, leur puissance et leur refus de ce système de chronométrage, de surveillance, de flicage de leur travail à l'usine. Bon. Les femmes, elles vont être en partie donc, les oubliées. En termes de droits politiques, je vous l'ai dit, hein, elles n'obtiennent pas de droits politiques, même si symboliquement, Léon Blum fait rentrer 4 secrétaires d'État femmes dans son gouvernement, ce qui n'est pas rien. Et dès que le gouvernement de Léon Blum chutera et qu'il sera remplacé par le cabinet Chotan radical, plus de femmes. En termes d'augmentation salariale et d'égalité salariale, elles ont été mises de côté. Mais elles ont réussi tout de même à s'imposer dans les luttes, et notamment dans les organisations syndicales, et elles ont le droit de vote lors des élections pour les représentants du personnel. De même que les étrangers, d'ailleurs. Alors, bon, moi, c'est des questions sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Isabelle, vous en avez parlé, la main-d'œuvre immigrée au sein du PCF, etc. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais il y a énormément d'espoir au sein à la fois des travailleurs immigrés, à la fois décolonisés. Il y a de grands espoirs vis-à-vis du Front populaire. Des espoirs qui vont très vite être déçus, même si, dans les premiers temps du Front populaire, dans les premiers mois de 1936, dans le premier gouvernement Léon Blum, il y a quand même un bol d'air frais qui arrive, notamment concernant la répression policière, tant en métropole que dans les colonies. Il y a un relâchement de la répression policière, de la surveillance, etc., ce qui permet à un certain nombre de militants étrangers en France ou de militants indépendantistes dans les colonies de pouvoir s'exprimer et s'organiser plus facilement. Mais très vite, cette parenthèse va se refermer et très vite la répression va reprendre ses droits. Vous avez tout de même un certain nombre de naturalisations qui se font, des naturalisations timides, mais qui touchent notamment les réfugiés anti-nazis allemands ou antifascistes italiens, mais assez peu au regard des espoirs suscités dans ces secteurs-là de la population par le Front populaire. Bon, j'avance vite. Je veux vous parler quand même d'un moment qu'il faut garder à l'esprit quand on parle du Front populaire. C'est celui de la guerre d'Espagne. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a un gouvernement de Front populaire. Il y a 2 pays dans le monde qui ont connu un gouvernement de Front populaire. L'Espagne, avant la France, en février 1936, et un autre pays en 1938. Vous savez lequel? J'ai pas la Belgique. Le Chili. Le Chili, à partir de 1938, voit un gouvernement d'alliance entre socialistes, communistes, républicains radicaux. Sauf qu'en Espagne, les choses vont se passer d'une manière difficile et tragique. Puisque le gouvernement du Frente Popular, je vous le fais en VO, est renversé, enfin ou plutôt il y a une tentative de renversement du gouvernement de Front populaire en juillet 1936 par un complot militaire et des élites espagnoles qui ne supportent pas de voir une république espagnole dirigée par un gouvernement de gauche.
Cette tentative de coup d'État militaire en juillet 1936, elle échoue. Elle est stoppée, notamment par la mobilisation d'une partie de l'armée restée fidèle à la République espagnole, au gouvernement légitime, mais surtout par la mobilisation des organisations ouvrières, des organisations de gauche, qui arment leurs militants et les regroupent dans des milices. C'est le début d'une guerre qui ne s'arrêtera qu'en 1939. Alors là, j'ai utilisé le futur, ne jamais utiliser le futur en histoire, mais une guerre qui s'arrête en 1939, et une guerre qui, en France, dans le processus de Front populaire, va être, comme je vous l'ai écrit, un ferment à la fois de mobilisation et de division. Pourquoi de mobilisation? Parce que, spontanément, dans la France du Front populaire, voir son voisin de Front populaire, lui aussi, être agressé par ce qu'on estime être du fascisme, en acte, ça suscite tout de suite un grand élan de solidarité. Là, je parle de la France, mais cet élan de solidarité, vous allez l'avoir dans le monde entier. Un élan de solidarité qui se matérialise tout au long du conflit par la récolte et l'envoi d'argent, de vivres, l'accueil d'enfants réfugiés espagnols, une aide donc qu'on peut qualifier de politico-humanitaire, mais aussi cette solidarité, elle va se concrétiser par un autre aspect, qui là est un aspect politico-militaire, puisque du monde entier vont affluer en Espagne des dizaines de milliers de volontaires pour combattre dans les rangs de la République espagnole. Une des grandes structures qui va organiser ce volontariat international, ce seront les brigades internationales. Les brigades internationales, elles sont mises en place par l'Internationale communiste en septembre 1936 et ont pour objectif d'apporter une aide militaire à la République espagnole. Je vous dis que ces brigades, elles sont créées par l'Internationale communiste. Mais si on veut être précis, ces brigades, l'idée d'encadrer ce volontariat international, l'idée, elle vient de France. Elle vient des communistes français et parmi eux, elle vient en fait des communistes étrangers, regroupés au sein de la MOI, la main-d'œuvre immigrée. Ces dirigeants de la MOI qui constatent dès l'été 1936 qu'il y a des tas d'étrangers, d'immigrés vivant en France qui partent spontanément en Espagne pour combattre, et qui disent à la direction nationale du PC, à Maurice Thorez, il faut qu'on organise ça. Thorez va plaider cette cause à Moscou auprès de l'Internationale, il obtient le feu vert, et donc à partir de septembre 1936, l'Internationale communiste et avec comme plaque tournante la France et le PCF vont organiser le volontariat international de dizaines de milliers de personnes, pas toutes communistes, hein, loin de là, à peu près la moitié étaient communistes. Donc ça veut dire qu'une autre moitié ne l'était pas. Le volontariat de ces personnes pour se rendre en Espagne et combattre auprès de la République, ils y combattront jusqu'en 1938, jusqu'à l'automne 1938. Et je vous ai mis derrière moi une affiche que je trouve intéressante, une affiche qui date de 1937, c'est une affiche espagnole, une commande à l'artiste Parilla du gouvernement républicain espagnol, et qui est une affiche qui rend hommage aux brigades internationales un an après leur création. Et sur cette affiche, vous pouvez voir en fond, on va commencer par l'arrière-plan, en fond le drapeau espagnol républicain, c'est-à-dire rouge, jaune, violet. Ensuite, une allégorie de la République qui tient dans sa main une couronne de laurier symbolisant la victoire. Et cette même République espagnole, elle tient dans ses bras, elle tient et elle soutient dans ses bras deux combattants. L'un portant un brassard aux couleurs de la République espagnole et un casque, l'autre portant un béret et une étoile à 3 branches sur son béret et sur sa chemise d'uniforme. Cette étoile à 3 branches, je vous avais parlé tout à l'heure d'une organisation qui avait été créée en 1933, le comité Amsterdam-Pleyel
contre la guerre et le fascisme. Cette étoile à 3 branches, c'était le symbole du comité Amsterdam-Pleyel. Ça symbolisait l'union des ouvriers, des paysans et des intellectuels contre le fascisme. Et cette étoile à 3 branches va devenir, à la faveur du conflit espagnol, le symbole des brigades internationales, le symbole, si vous voulez, d'un front populaire mondial qui viendrait en aide et qui se mobiliserait au secours de la République espagnole. Je passe sur le symbole au milieu parce que je n'ai pas assez de temps, mais le slogan « Los internacionales, les internationaux, unidos a los españoles, unis aux Espagnols, luchamos contra el invasor », nous luttons contre l'envahisseur. Nous luttons contre l'envahisseur. Ça paraît un peu étonnant comme slogan alors qu'on parle de ce qui est censé être une guerre civile. C'est parce qu'en fait, chaque camp, un peu comme en France, mais là de manière encore plus exacerbée dans un contexte de guerre, chaque camp accuse l'adversaire d'être le parti de l'étranger. Les franquistes, puisque la rébellion militaire est conduite par un certain général Franco, les franquistes accusent le Front populaire d'être à la solde de Moscou, et l'Union soviétique, de fait, aide la République espagnole, tandis que les républicains, eux, accusent les franquistes de ne pas être de véritables Espagnols, puisqu'ils sont soutenus, et largement soutenus, par Hitler et Mussolini, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Notamment, l'Italie fasciste envoie des dizaines de milliers de soldats combattre du côté de Franco, et l'Allemagne nazie envoie du matériel, notamment des avions de guerre, qui s'illustreront lors du bombardement de la ville basque de Guernica. Vous avez tous en tête le tableau de Picasso qui est d'ailleurs exposé lors de l'exposition universelle de 1937 qui se tient à Paris. Mobilisation donc en faveur de l'Espagne républicaine, mais aussi division. Je vous ai dit que les rebelles, les franquistes espagnols étaient soutenus ouvertement par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, mais de son côté, le gouvernement républicain espagnol est bien seul. Il est bien seul puisque se met en place, au niveau des puissances occidentales, Grande-Bretagne et France notamment, ce qu'on va appeler la politique de non-intervention. C'est-à-dire que la France et la Grande-Bretagne refusent leur aide au gouvernement républicain espagnol. Alors Léon Blum se justifiera en disant que c'est une décision qu'il prend à contre-cœur, que c'est pour préserver la paix, l'équilibre des relations internationales, diplomatiques, etc. Il n'empêche que la République espagnole se retrouve isolée sur le plan international. Et dans la coalition du Front populaire, une partie des socialistes et les communistes veulent aider militairement l'Espagne républicaine, et une partie des socialistes et les radicaux, eux, ne veulent pas intervenir dans la guerre en Espagne. Notamment par pacifisme, un pacifisme qui est lié au traumatisme de la Première Guerre mondiale. La République espagnole finit par succomber en mars 1939, à un moment où, en France, l'expérience du Front populaire est déjà terminée. Et je vais conclure rapidement là-dessus. Vous m'excuserez si je passe un peu vite, mais c'est pour qu'on ait le temps d'échanger, de se poser diverses questions, si vous le souhaitez. Entre 1937 et 1938, c'est un délitement du Front populaire. En février 1937, Léon Blum déclare la pause dans les réformes, ce qui va mécontenter son aile gauche et les syndicats et le mouvement ouvrier. En mars 1937, je ne sais pas si certains d'entre vous sont de là-bas, mais dans la ville de Clichy a lieu un rassemblement d'extrême droite, puisque les ligues ont été dissoutes par le gouvernement de Front populaire, mais en fait elles se sont reconstituées sous la forme de partis politiques. Et donc une des ligues les plus importantes, qui s'appelait les Croix de Feu, s'est reconstituée sous le nom de Parti social français. Et en mars 1937, à Clichy, elle organise une grande réunion publique dans un cinéma.
La population de Clichy et les organisations antifascistes font une contre-manifestation, sauf que la situation dégénère et que la police du gouvernement Blum, la police du Front populaire, tire sur les manifestants et il y a 5 morts. Cette fusillade de Clichy, c'est un épisode parmi d'autres qui va contribuer à déliter l'alliance du Front populaire. Le gouvernement Blum tombe, il est remplacé par un gouvernement dirigé cette fois par un radical. Bon, il y aura un éphémère deuxième gouvernement Blum, je vous passe les détails. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que entre 1937 et 1938, les radicaux, ceux que les communistes voulaient à tout prix maintenir dans l'alliance, le parti radical switch. Il change de fusil d'épaule et il se décide à gouverner progressivement, ça ne se fait pas là encore du jour au lendemain, mais progressivement, le parti radical retourne l'alliance et se décide à gouverner à droite. C'est notamment très visible à partir de l'arrivée au pouvoir au printemps 1938 d'Édouard Daladier. Daladier qui est un radical et qui va vraiment personnifier ce virage à droite des radicaux. Daladier, c'est celui qui déclare que la France doit se remettre au travail, qui remet lui-même en cause les conquêtes obtenues au printemps et à l'été 1936, qui signe en septembre 1938 les accords de Munich. Donc à la fois sur le plan intérieur et sur le plan international, un reniement des engagements du programme du Front populaire. Accord de Munich qui, je le rappelle très brièvement, est une conférence internationale qui a pour objet la situation de la Tchécoslovaquie, où les grandes puissances sont invitées, à l'exception bien sûr de la Tchécoslovaquie. Et en gros, c'est le moment où la France et l'Angleterre sont dans une politique dite de l'apaisement vis-à-vis des provocations de l'Allemagne nazie, et qui en somme livre la Tchécoslovaquie aux appétits hitlériens. Accord de Munich contre lesquels 75 députés seulement voteront contre à l'Assemblée nationale en France, tous les communistes, un socialiste et un député de droite. Donc, à la fois sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, Daladier renonce totalement aux engagements du Front populaire. Le 12 octobre, d'ailleurs, les radicaux vont quitter le Rassemblement populaire. Les syndicats tentent d'organiser, tentent de retrouver cette force qu'ils avaient éprouvée en 1936 et tentent d'organiser une riposte à ce virage à droite. C'est la grève générale du 30 novembre 1938 qui, comme s'en félicite Le Figaro, est un relatif échec. Je dis relatif parce qu'il y a eu quand même de fortes mobilisations, mais cette fois, le patronat était préparé et le gouvernement n'est plus du côté des grévistes. C'est-à-dire que très concrètement, il retrouve les réflexes de l'État gendarme. La troupe est envoyée pour prévenir l'installation de piquets de grève devant les transports, devant les grandes usines, etc. Vous avez des photos de l'époque qui montrent des soldats en faction, fusils croisés, devant quelques grands centres de production et de flux de marchandises. Donc le gouvernement Daladier va ensuite, gouvernement et patronat vont ensuite démarrer une longue répression qui va durer sur plusieurs semaines et plusieurs mois contre les grévistes. Dans la fonction publique, vous avez notamment des tas d'enseignants qui sont... c'est quoi le terme? Qui sont... pas licenciés le terme, mais qui sont révoqués, merci. Dans le privé, c'est une catastrophe. Vous avez des licenciements à l'appel. Et donc, les syndicats constatent qu'ils ne sont plus en mesure de retrouver le rapport de force qu'ils avaient réussi à constituer en 1936 et que désormais, ils ont face à eux un gouvernement qui n'est plus celui du Rassemblement populaire. Et finalement, jusqu'à la guerre, les communistes, de leur côté, vont n'avoir de cesse que de se réclamer du Front populaire. Ils vont vouloir se présenter comme un peu comme le dernier rempart et les derniers héros, pas OS, héros A-U-T, les derniers héros du Front populaire, les derniers porte-parole de cette stratégie, ceux qui, jusqu'à la célébration des 150 ans de la Révolution française en 1939, vont être
être ceux qui vont vouloir porter ce programme et cette tentative d'union. Et tout ça, bien sûr, va se fracasser sur les débuts de la Seconde Guerre mondiale, le pacte germano-soviétique, l'interdiction du PCF, etc., etc. Mais ceci est une autre histoire, comme on dit. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là et je terminerai vraiment simplement en vous présentant très rapidement quelques conseils de lecture, c'est obligé. Ça, je vous ai présenté les bouquins qui, pour moi, m'apparaissent comme étant les plus globaux et les plus synthétiques sur le sujet. Le premier, c'est un bouquin de Jean Vigreux, Histoire du Front populaire, l'échappée belle. C'est une version augmentée d'un petit Que sais-je. Vous connaissez la collection Que sais-je, hein, c'est pratique, c'est très bien. Si vous voulez lire un Que sais-je sur le Front populaire, lisez celui de Jean Vigreux. À côté, Serge Bolikov, grand historien du mouvement communiste et de la période du Front populaire. Lisez Le Monde du Front populaire, c'est super. À droite, si la guerre d'Espagne et ces questions-là vous intéressent, un bouquin remarquable de Rémi Skoutelski. C'est peut-être le livre, ou au moins un des livres qui, moi, m'a donné envie de faire de l'histoire. C'est une étude des Français qui sont partis se battre dans les brigades internationales. Donc c'est beaucoup plus précis, hein, moins synthétique que les deux autres, mais c'est un bouquin assez génial. Et puis maintenant, Le pain, la paix, la liberté, sous la direction de Xavier Vignat, et on le retrouve Vigreux et Bolikov. Ça, c'est intéressant si vous voulez avoir des aperçus localisés. Qu'est-ce que c'est que le Front populaire en Bourgogne? Qu'est-ce que c'est que le Front populaire dans la presse de droite? Voilà. C'est un ouvrage collectif où vous pouvez aller piocher dedans des thématiques un peu plus précises qui pourraient vous intéresser. Et puis à droite, bah, sans doute un des meilleurs livres, hein. Voilà, le mien. Issu de ma thèse. Alors là, c'est si vous aimez les études un peu historico-sociologiques sur le militantisme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'être un militant communiste dans ces années-là? Voilà. Et puis un rappel aussi des grands enjeux de l'époque que j'ai essayé de vous faire là un peu rapidement. Ça a l'air un peu rebutant comme ça, hein. C'est pas chiant, je vous l'assure. C'est pas chiant du tout. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci beaucoup, désolé, j'ai été un peu long. Merci. Alors, merci beaucoup Dimitri pour cet exposé magnifique. Au moins. Magnifique sur cette période qui si loin, si proche, j'ai envie de dire. Alors, on va peut-être vous donner un peu la parole pour des questions, des réflexions. Bon, moi, des questions, j'en ai plein, bien évidemment. Et voilà, enfin, en tout cas, merci moi de m'avoir fait rêver, en tous les cas, jusqu'en 1936. À vous, hein, peut-être, j'espère, quand même. Je pense que la grande différence entre les deux, c'est que le Parti radical, à l'époque, a une véritable base de masse. Il représente véritablement quelque chose dans la société de massif. C'est-à-dire, pour la faire simple, et même système est un peu ambigu, les classes moyennes. Les classes moyennes républicaines, attachées à la laïcité, attachées à des politiques sociales, mais aussi attachées à la petite propriété. Je pense que les forces sociales qu'incarne Emmanuel Macron sont beaucoup plus minoritaires dans la société et représentent des catégories sociales beaucoup plus aisées, beaucoup plus riches. En revanche, sur le un coup à gauche, un coup à droite, je pense qu'on retrouve ça, on retrouvait ça chez Macron dans le discours. Je pense que dans la réalité de sa politique, c'est à droite. Voilà. J'ai voulu répondre un peu vite, hein, mais on pourrait continuer. Hein. Merci à vous. D'hier à aujourd'hui, moi j'ai envie de poser la question suivante, mais ça tu t'en doutes. Quel rapprochement avec la situation actuelle?
Alors au-delà, on va dire, de l'analogie terminologique, Front populaire, nouveau Front populaire, c'est vrai qu'on voit une progression, pas seulement à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde, avec l'élection de Trump, une montée en fait des forces nationalistes, fascisantes. Voilà ma question. Donc là, on va partir sur une deuxième conférence qui va durer cette fois 3 heures. Donc vous avez le temps d'aller aux toilettes. Non, mais c'est toujours un peu difficile quand on pose des questions d'actualité à un historien parce que en même temps, on a envie de montrer les échos, en même temps, on a envie de montrer que rien n'est jamais pareil et que l'histoire ne se répète pas. Donc c'est une question difficile. Simplement, je pense que si vous avez bien toutes et tous compris ce que je vous ai raconté, normalement, la première chose que vous devriez dire, c'est qu'entre hier et aujourd'hui, absolument rien n'est identique. Rien du tout. Quand on parle d'une époque où existait l'Union soviétique, où il y avait un parti communiste à 300 000 adhérents, où il y avait une CGT à plus d'1 million d'adhérents qui occupait les usines, bon, on se dit quand même pas grand-chose, pas beaucoup de points communs. Moi, je pense que ce qu'il y a de commun, en revanche, c'est plutôt du côté des processus qu'il y a en face. C'est-à-dire qu'on peut effectivement constater très souvent que pour résoudre des situations de crise, alors là, je suis vraiment désolé, je vais vous faire du marxisme pour les nuls, mais c'est utile quand même pour piger 2-3 trucs à ce qui se passe aujourd'hui. Quand on assiste à des situations de crise provoquées par le système capitaliste, qui en produit régulièrement, il y a toujours une tentation autoritaire, plus ou moins nationaliste, encore faudrait-il définir le terme, mais en tout cas une tentation de la force de la part des élites dirigeantes. Et ça, c'est des processus qu'on a retrouvés en Italie dans les années 20. Mussolini était vraiment l'homme des élites et du patronat utilisé pour casser la gueule au mouvement ouvrier. C'était même, je veux dire, c'était du fascisme chimiquement pur, Mussolini. Bon. Hitler, pareil, on le met au pouvoir pour en finir avec la gauche et faire tourner le business. Bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que pour penser régler un certain nombre de crises, on a des personnages aussi sympathiques que Milei en Argentine, Trump aux États-Unis, Meloni en Italie, et même chez nous, je veux dire, des réflexes autoritaires au sein des classes dirigeantes qui sont quand même... avant que Retailleau soit ministre de l'Intérieur, vous voyez tout ce qui c'est, Bruno Retailleau ? À peu près, ministre de l'Intérieur quand même, vous êtes en droit, vous savez qui c'est. Bon, voilà. J'étais ébahi du racisme contenu dans ses propos ces dernières années, quand il s'exprimait. Jamais je pensais qu'un mec comme ça serait à la tête d'un ministère, et d'un ministère aussi important que celui de l'Intérieur. Cet homme est profondément raciste. Donc, de ce point de vue-là aussi, on assiste à une libération de la parole raciste qui vient aussi, concernant la France, d'un vieux fond et d'un vieux passé colonial mal digéré, à mon avis, face auquel il faut effectivement opposer un discours clair. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des tentatives à gauche d'unité, des tentatives d'alliance, mais je crois que une des grandes différences, en tout cas à gauche, c'est l'absence d'un grand mouvement social, comme il y a pu avoir entre 1934 et 1936, mais c'est l'absence aussi d'organisation. Parce que dans les années 30, quand on dit la gauche, on pense à des organisations qui sont structurées, qui sont implantés, qui ont des militants, qui ont des écoles de formation, qui ont des cadres, qui ont des structures. Aujourd'hui,
les structures qui existent sont éclatées et réduites à peau de chagrin par rapport à ce qu'elles étaient, et les organisations majoritaires, à gauche, je pense notamment à la France Insoumise, ne sont pas de véritables organisations. Elles-mêmes se définissent et se pensent comme des mouvements, je cite, gazeux. Je pense que ça, c'est des choses qui méritent d'être discutées, en tout cas. Voilà. Beaucoup plus. Que ce soit socialement ou que ce soit dans le discours et dans le positionnement. Si on devait faire comme ça un peu le jeu des analogies, oui, le PS d'aujourd'hui ressemble plus au parti radical de l'époque. Oui, oui. Mais encore une fois, sans avoir la possibilité de jouer ce rôle pivot tel que l'a eu le parti radical à l'époque. Parti radical, c'est quand même pas rien à l'époque, hein. C'est une grande histoire, c'est des classes sociales qui sont derrière, c'est un réseau d'élus et de notables, voilà. Ce qui est d'ailleurs un point commun avec une organisation comme le PS, qui n'est plus véritablement un parti de militants et d'adhérents, mais qui est un réseau de notables, d'élus locaux, ou nationaux d'ailleurs aussi, hein. Je me permets, sans vouloir défendre le Parti socialiste, hein, sous réserve quand même c'est-à-dire que ce que tu décris, c'est quand même aussi le conservatisme du Parti radical sur les questions, on va dire qu'on dirait, alors j'ai hors de ce terme, sociétal, comme on dirait aujourd'hui, mais on peut reprocher beaucoup de choses au Parti socialiste, mais ça reste un parti progressiste quand même, sur un certain nombre de questions, sur les droits des femmes, les droits des étrangers, ça reste un parti progressiste, comme petite nuance.